Bien, bonjour à tous. On poursuit nos travaux de cet après-midi qui ont été engagés sur le numérique en accueillant Pierre Conner-Hardy, bonjour chef, bonjour Pierre, qui est chef de produit jefacture.com chez ECMA. Tout à fait. Donc notre atelier est consacré à, on va dire, deux solutions qui sont développées par ECMA. La signature électronique, on va en parler. On connaît déjà, mais il y a des choses qui sont nouvelles. Et puis la facture électronique. Tout à fait. Donc commençons par la signature électronique, donc une solution qui est arrivée sur le marché il y a 2 ans à partir du congrès 2018 à Clermont-Ferrand. Et solution sur laquelle on va faire le point. Mais déjà, on va regarder une petite vidéo qui nous permet de refaire un peu le point sur ce que cette solution vous propose. Avec les nouvelles réglementations liées à la dématérialisation des documents, la signature électronique devient incontournable pour votre cabinet. Avec jesignexpert.com, plus besoin d'imprimer, fini les frais d'affranchissement et les délais d'attente. Signer devient rapide, intuitif et sécurisé. Vous devez envoyer une lettre de mission que votre client doit également signer. Vous le faisiez en 3 jours? Faites-le en 1 minute. Identifiez-vous via Compte Expert, le système d'authentification de l'ordre. Chargez votre document. Invitez votre client à co-signer. Votre client reçoit un lien par mail pour accéder au document, puis le signe avec son code reçu par SMS. À votre tour, vous signez la lettre de mission. Enfin, tous les signataires reçoivent par mail le document signé. Vous pouvez signer à distance depuis votre tablette, smartphone ou encore directement depuis vos logiciels métiers. En signant électroniquement, l'origine de vos documents est identifiée. Vos plaquettes, mandats, notes d'honoraires, situations, attestations, bulletins de paie deviennent inaltérables. Vous évitez ainsi des litiges. Vos collaborateurs peuvent aussi utiliser la plateforme grâce aux droits de préparation et de signature que vous leur attribuez via Compte Expert. Avec jesignexpert.com, vous accédez à une plateforme sécurisée et hébergée en France. Vous optez pour une organisation fluide et numérique. Votre image est valorisée. Plus d'informations sur jesignexpert.com. Voilà. Donc, cette solution, lorsque nous l'avons créée, nous y avons mis 3 maîtres mots. Le premier, c'était simplicité. Le second, c'était sécurité. Et le troisième, c'était intégration dans vos outils de production. Alors, évidemment, nous avons réussi à répondre à ces 3 promesses. C'est le cas aujourd'hui. Et la signature est un phénomène qui va croissant. 7500 utilisateurs de la solution aujourd'hui, et bien évidemment, la fameuse crise sanitaire que nous venons de vivre n'a fait que renforcer le phénomène, puisque la signature électronique a permis de réaliser certaines activités de manière plus simple et plus rapide. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Donc, une nouveauté récente dans Je signe expert qui est très importante, c'est le lien avec infogreffe.fr. Depuis très peu de temps, vous pouvez, depuis le site infogreffe.fr, vous pouvez signer certains actes, certaines formalités qu'il n'était pas possible de signer précédemment de cette manière. Alors, c'est quoi les formalités qu'on peut justement... Alors, aujourd'hui, elles sont au nombre de 4, Damien. 4, ouais. La modification d'entreprise, le dépôt d'actes, le dépôt des comptes et la radiation d'entreprise. Donc 4 activités qui vont être réalisées sur le site infogreffe.fr, ça ne change pas. Mais par contre, il va être possible sur le site infogreffe.fr d'ajouter la signature électronique Je signe expert à son action. D'accord. Je crois que c'était une fonctionnalité qui était extrêmement attendue par la profession. Et c'est possible depuis quand alors ? C'est possible depuis moins de 2 semaines, dirons-nous. Voilà, c'est vraiment tout chaud. On a communiqué, j'espère que vous avez tous été... atteint par notre communication. Voilà, en tout cas, c'est certain, c'est fonctionnel et nous sommes certains que ça a vraiment une utilité puisque la signature se fait en temps réel depuis le site sur lequel s'effectue le dépôt des formalités concernées. Et on peut rappeler qu'en 2019, c'est 1,2 million de formalités. Tout à fait. Donc ça n'est pas négligeable et des formalités qui, sans cette signature électronique intégrée, était beaucoup plus chronophage et plus compliqué à réaliser, évidemment. OK ? Voilà. Donc, en matière de signature électronique, l'engagement d'ECMA, c'est toujours le même, c'est enrichissement fonctionnel continu, maintenir la simplicité
évidemment dans la mesure du possible, mais pour l'instant c'est très facile, la sécurité évidemment, et nous renforçons encore l'intégration dans les gammes de production en associant nos partenaires et en proposant à nos partenaires les outils qui vont permettre de signer de plus en plus de documents directement dans vos outils de production et pas simplement sur le bureau Windows ou en appréhendant le document de manière autonome. Voilà. Alors je peux faire un témoignage à ce sujet-là, puisque moi j'utilise la signature électronique, donc je signe expert à double titre, donc à la fois au sein de mon cabinet. Alors j'étais utilisateur déjà de l'ancienne version, et là on a clairement gagné en usage. Pour moi les deux points clés sur lesquels on a vraiment gagné, c'est la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut signer à partir de son téléphone, à partir de son ordinateur, n'importe où, en fait. Et puis, des fonctionnalités intéressantes en matière de délégation, c'est-à-dire que concrètement, sur les processus comme la plaquette ou une attestation, le travail peut être préparé par le collaborateur qui va positionner la signature, qui va initier le process. Et nous, au final, en tant que signataire, on n'a plus qu'à valider rapidement le document, à cliquer et à saisir le code SMS, et tout ça fonctionne extrêmement bien. Donc un vrai gain de temps. On a parlé aussi un peu d'interopérabilité, alors pas encore tout à fait aujourd'hui, mais tout à l'heure avec Virginie. C'est une solution qui est ouverte, hein, puisque il est possible d'accéder à des API. Donc quand on parle d'intégration à d'autres processus, que ce soit un processus de production ou dans notre cas, c'est un workflow en fait pour l'émission des comptes annuels en lien avec notre navette juridique. Enfin bref, tout ça c'est notre organisation interne, mais qui est quand même assez largement répandue dans les cabinets. Eh bien, on a directement en fait l'appel de la fonctionnalité de signature. On ouvre la page en SSO, et donc tout ça se fait dans un seul processus. Donc, et puis je dirais, je l'utilise aussi à double titre, puisque j'utilise en tant que au niveau de l'ordre, puisque vous avez aussi, alors on est en test en Normandie, hein, tout à fait. Je n'ai pas dit, mais je suis normand, et donc en Normandie, on l'utilise pour le Conseil régional de l'ordre de Normandie, et donc on l'a déployé pendant le confinement en fait, avec l'ensemble des collaborateurs de l'ordre pour la gestion du stage, pour la gestion d'un certain nombre de processus qui sont nos processus des instances. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. Alors après, donc là, je pense qu'on a évoqué la signature. Les nouveautés en fait, qui ont été lancées au dernier congrès, c'était la facture électronique. On était sur un POC. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la facture électronique? Alors, la facture électronique, ça a bien avancé. Hein, comme dit à l'instant, nous avons présenté un prototype au congrès 2019, le congrès parisien, avec la volonté de mettre la solution à disposition pour les cabinets français en 2020, le plus tôt possible. On espérait premier trimestre. Malheureusement, on a été un petit peu retardé. Mais en tout cas, aujourd'hui, la solution, elle existe, elle est installée, elle est déjà utilisée. Et on va en reparler dans le détail maintenant. Voilà, donc jefacture.com, plateforme de facture électronique de la profession comptable, destinée à accompagner leurs clients dans le cadre de la généralisation de la facture électronique en France. Alors, notre ambition, évidemment, c'est, on le sait tous, la généralisation de la facture électronique devient obligatoire à partir de 2023, et l'ambition de la profession comptable, c'est d'anticiper cette obligation. On sait très bien que ça ne va pas être une mince affaire. Hein, pour le caricaturer dès maintenant, la généralisation de la facture électronique, ça veut dire 0 facture papier dans les entreprises françaises et 0 facture qui arrive au format papier dans les cabinets comptables. Hein, on en est très loin aujourd'hui. On a une marge élevée quand même. Alors, nos enquêtes fin 2018, début 2019, on était encore à 75% de papier dans les factures d'achat. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de fortes habitudes, et on le sait tous, de toute façon, nos habitudes en lien avec le papier, le support papier, sont gigantesques et vont être compliquées à faire disparaître. Voilà, donc notre proposition, c'est bien celle-là. C'est un traitement complet de la facture électronique dès 2020
pour que tous les cabinets, quelle que soit leur taille, parce que c'est bien notre ambition, et pour toutes les entreprises clientes, quelle que soit leur taille, et quand on dit quelle que soit leur taille, on pense bien sûr aux plus petites, parce qu'on sait très bien que les grandes PME n'auront pas de soucis pour mettre en œuvre ce genre de choses, puisqu'ils feront appel aux prestataires qui s'imposent. Par contre, pour la TPE, c'est une autre paire de manches, et ils vont avoir besoin d'être accompagnés. On sait que leur adhésion ne va pas être naturelle et nous pensons que l'expert comptable est le partenaire idéal pour accompagner la TPE et même la PME sur ce genre de démarche longue et un peu compliquée. Voilà. Donc pour le cabinet, un rôle d'accompagnement, mais également l'opportunité de mettre en œuvre de nouvelles missions en association avec la facture électronique et toutes les fonctionnalités, enfin les autres fonctionnalités, et notamment les options de paiement qui vont permettre aux entreprises qui utilisent jefacture.com de mettre en œuvre leur règlement fournisseur directement depuis la solution avec des options de paiement intégrées. Donc là, pour les cabinets également, des missions d'accompagnement qui peuvent être très importantes et très intéressantes. OK ? Je l'évoquerai peut-être un peu plus tard, ou on peut peut-être l'évoquer maintenant, parce que c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu évoques, alors il y a un peu une révolution à faire culturelle dans les cabinets, puisque on l'a aussi évoqué tout à l'heure, traiter des flux de factures, ça suppose peut-être un traitement un peu différent de celui qu'on a aujourd'hui, qui est plutôt basé sur une fréquence mensuelle, et donc là ça veut dire qu'il faut peut-être tendre vers du temps réel, donc il y a une partie d'organisation qui peut être à repenser. Cela étant, je pense qu'il y a une attente du marché. Et puis, tu l'as évoqué, les options de paiement, si on se projette un peu sur ce qui a changé dans notre environnement législatif, la loi Pacte nous permet aujourd'hui d'avoir un mandat de paiement. Donc, ce dont on rêvait en fait depuis, ce dont on rêvait et puis ce qui va devenir peut-être nécessaire parce qu'il y aura une banalisation de l'écriture en fait, du fait de l'intégration naturelle. Eh bien, s'ouvrir vers du full service, on pourra le faire vraiment avec un outil qui nous permettra donc d'intégrer cette dimension de paiement. Et je pense qu'en plus c'est extrêmement attendu par le marché. On est bien d'accord. Donc les enjeux décrit simplement. La première conséquence de la généralisation de la facture électronique, et tu viens de l'évoquer, c'est un traitement accéléré des factures d'achat et des factures de vente, puisque c'est un document électronique qui va circuler de chez le fournisseur, si on prend une facture d'achat, jusqu'à l'entreprise, d'une manière totalement différente d'aujourd'hui, et cheminement dans lequel l'humain n'a quasiment plus d'influence. Sauf une influence de refus si jamais la pièce n'était pas conforme à certaines exigences. Donc cette généralisation sur les trois acteurs, pour le cabinet, ça va pouvoir être une optimisation des coûts de traitement, puisque si l'automatisation est bien faite, et bien sûr elle est bien faite, si l'automatisation est bien faite, elle va simplifier la tenue comptable dont tu parlais il y a 2 minutes, en permettant de proposer une écriture comptable basée sur des informations plus certaines, plus sécurisées et plus contenues dans le document. Les missions complémentaires dont on a déjà parlé. Pour les TPE-PME, une diminution des coûts de gestion parce que toutes les études le montrent, une facture électronique coûte moins cher à l'entreprise qu'une facture matérialisée, transmise au format papier et réceptionnée manuellement par l'humain. Et je crois que tu nous donneras des chiffres tout à l'heure sur le coût d'une facture. Alors, en tout cas, sur les économies généralement constatées par les études, c'est au moins 30% d'économie entre la gestion d'une facture papier et la gestion d'une facture électronique. Donc, voilà, c'est au moins 30. Après, les calculs divergent. Certaines factures papier sont valorisées aux alentours de 15 €, certaines aux alentours de 9 €. Mais en tout cas, on trouve toujours au moins 30% d'économie entre les deux situations. Okay ? Et bien sûr, autre volet pour les TPE-PME, une réduction possible des délais de paiement, puisque comme le circuit de cheminement des factures va être plus court, le document va arriver plus tôt dans l'entreprise, va pouvoir être appréhendé plus tôt et va pouvoir être programmé, je dirais, en termes de paiement, de manière plus claire et anticipée.
Et bien sûr, on le sait très bien, la généralisation de la facture électronique qui est à l'initiative des pouvoirs publics, en tout cas l'obligation qui va s'imposer à nous à partir de 2023, elle a pour objectif principal la lutte contre la fraude à la TVA. Et là aussi, nous pensons que la profession comptable a son rôle à jouer dans l'encadrement de cette situation, dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui, alors effectivement, je vais revenir sur 2 éléments que tu as cités. Sur les TPE-PME et les délais de paiement, je crois que c'est quelque chose qui est central. Enfin, on sait que le crédit interentreprise, c'est une des problèmes, ça excède assez largement le crédit bancaire d'ailleurs. Hein. Donc c'est une des problématiques de gestion que rencontrent toutes nos entreprises et certaines simplement pour des problèmes d'organisation, pour des problèmes de délai d'émission de facture, d'absence de relance. Donc là, on a un positionnement qu'on peut effectivement trouver. Alors c'est encore une fois une révolution culturelle, hein, parce que ce n'est pas naturel pour nous de faire ça. Mais je ne pense pas que la marche soit pour le coup très haute. Et puis pour le deuxième sujet, en fait, la lutte contre la TVA, on a aujourd'hui déjà des obligations. Hein. On a des obligations qui sont liées à la PAF, hein, la piste d'audit fiable. Ces obligations, on les remplit plus ou moins bien, mais si on regarde, alors on peut les remplir en étant conseil en organisation pour expliquer ce qu'on doit faire dans une entreprise, mais quand c'est nous qui exerçons la tenue, il y a un certain nombre de points de contrôle qui sont des points de contrôle obligatoires sur l'existence réelle des fournisseurs, qui sont, on va dire que s'ils étaient automatisés, en fait, ce serait plutôt mieux. Et donc concrètement, là, on peut trouver une solution qui va nous permettre de répondre à ces objectifs de piste d'audit fiable. Exactement. Donc on a des objectifs qui sont convergents. Hein. On n'est pas en antagonisme, je pense, parce que quand on évoque la fraude à la TVA, on a clairement des objectifs convergents. Très bien. Alors, quelques précisions concernant la plateforme jefacture.com. 4 précisions importantes qui sont souvent des sujets de questionnement, hein, ce qui explique leur mise en avant ici. Première chose importante, la plateforme jefacture.com est hébergée en France par Orange Business Services. Hein, c'est important. Il n'y a pas d'Amazon chez jefacture.com. Les données de vos clients ne sont pas en Irlande, ni même ailleurs. Voilà, hein, c'est très clair et c'est souvent un questionnement et à juste titre, hein, parce que vous avez la responsabilité, ce sont les données de vos clients, c'est important que vous sachiez où elles sont. Il y a une souveraineté nationale sur les données. Voilà, et en tout cas pas soumise à d'autres droits qui permettraient, voilà, hein, je pense qu'on s'est compris. Deuxième point important, l'archivage respecte les obligations européennes. Là c'est pareil, la solution jefacture.com entend archiver pendant 10 ans les factures des entreprises françaises dans le cadre d'un archivage légal, donc avec toutes les obligations en termes d'intégrité, de lisibilité, toutes ces choses qui sont contenues dans l'archivage et dont je pourrais parler plus tard, parce que là j'ai le compteur qui tourne, non c'était une petite plaisanterie. Troisième point, jefacture.com n'établit pas de facture de vente, là aussi c'est un sujet très important, hein, nous faisons partie d'un écosystème. Les éditeurs de logiciels de facturation français sont des partenaires pour la profession. C'est leur boulot, ils le font 1000 fois mieux qu'on ne pourrait le faire en essayant de mettre un outil de facturation dans la plateforme. Nous avons souhaité ne pas le faire, hein, c'est même pas qu'on n'a pas souhaité le faire, c'est qu'on a clairement souhaité ne pas le faire. Les logiciels de facturation français, on leur a déjà proposé, et évidemment on continue à dialoguer avec eux, pour leur dire, nous avons mis en place des API, donc des tuyaux pour schématiser, hein, des tuyaux qui vont permettre aux factures de vente établies par les entreprises françaises de rejoindre très rapidement la plateforme JeFacture dès qu'elles sont validées par l'utilisateur du logiciel de facturation. Et nous préconisons également aux éditeurs français de produire le plus vite possible des factures au format FactureX. On reparlera du format FactureX tout à l'heure, mais c'est un format de présentation des factures qui est extrêmement structurant, qui est riche et qui va apporter de la valeur aux factures que nous stockons. Mais je referme la parenthèse du FactureX, on la réouvrira tout à l'heure. Voilà. En tout cas, pas d'outil de facturation dans jefacture.com. Jefacture.com récupère des factures de vente réalisées dans les outils que nos partenaires produisent. Et dernier point,
Et là, on est de l'autre côté de la plateforme jefacture.com, dans le même esprit. Jefacture.com ne produit pas d'écriture comptable. Jefacture.com n'est pas un logiciel de comptabilité. Jefacture.com a la prétention de s'arrêter juste avant, en produisant de la donnée structurée, de qualité, qui va permettre au logiciel de comptabilité qui la reçoit de l'utiliser au mieux et de récupérer la richesse et la sécurisation de données que nous avons apportées à tous ces documents en les transformant également au format FactureX, mais nous y reviendrons. Voilà. Donc schématiquement, ça veut dire que jefacture.com, ça se positionne en fait au milieu, en fait, c'est un peu dans le... Exactement. Nous collationnons des pièces, nous les qualifions, nous les sécurisons, nous les archivons pendant 10 ans et nous les fournissons aux partenaires qui vont travailler pour le cabinet dans les dossiers de tenue, dans les dossiers de tenue du cabinet, et nous les confions à l'entreprise elle-même dans le cadre des fonctionnalités de paiement. Cette matière va servir à l'entreprise d'organiser ses paiements, d'organiser sa trésorerie, de suivre ses échéanciers. Voilà. Mais nous qualifions la donnée et nous la stockons. Et la profession comptable a souhaité se positionner sur ce terrain-là uniquement et donc est au milieu du jeu. Okay. Les partenaires qui sont prêts aujourd'hui, ou presque, quand je dis ou presque, ça veut dire à la fin de l'été, au plus tard pour les derniers. Voilà, mais comme la période a été un petit peu compliquée, tout le monde sait très bien que les roadmaps de tous les éditeurs informatiques ont souffert aussi, puisque la crise du Covid a impliqué aussi des travaux particuliers pour cette crise sanitaire. Donc voilà, tout le monde a eu un petit peu de soucis d'agenda. Voilà, donc 4 partenaires en matière d'écriture comptable. Idocus, qui est d'ores et déjà en capacité de vous proposer de récupérer les FactureX qui sortent de jefacture.com pour en faire des écritures comptables. RCA sera très bientôt prêt sur le même chemin, mais vous le savez aussi, ces 2 éditeurs ne sont pas des outils de production cabinet. Ils ne sont que des intermédiaires qui vont générer de l'écriture comptable. Les 2 éditeurs qui sont à droite, MyUnisoft et ACD, eux sont des outils de production cabinet et eux seront prêts à la fin de l'été pour que les fichiers FactureX appréhendés de jefacture.com se transforment plus naturellement encore en écriture comptable. Okay. Et My Company Files, que j'ai mis un petit peu en bas de la slide parce qu'eux ne font pas d'écriture comptable, mais ils sont déjà le partenaire des cabinets pour ce qui est de la gestion des flux de documents. J'ai mis flux de factures, mais on aurait pu généraliser, mais je voulais rester sur le sujet. Si le cabinet a déjà pris des habitudes avec My Company Files pour que la TPE transmettre au cabinet au travers des interfaces My Company Files tous les documents, eh bien, on ne change rien pour la TPE, on n'insécurise pas l'entreprise, on la laisse continuer à faire et les flux factures récupérés par My Company Files vont rejoindre jefacture.com pour subir les traitements qualifiants que j'évoquais il y a 2 minutes. Je suis un peu surpris de ce slide parce que, par rapport aux partenaires qu'on connaît de la profession et qui sont des partenaires de long terme, il en manque. Alors, est-ce que c'est parce que les outils ne sont pas encore prêts, ce qui peut être compréhensible, il faut l'intégrer dans une roadmap de développement, ou Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a des roadmaps engorgés qui ne permettent pas à ces éditeurs, qui n'ont pas permis à ces éditeurs pour le moment de nous donner des informations précises sur une date de disponibilité. Et pour d'autres éditeurs, plus un problème de positionnement. Voilà. Tu veux dire qu'il peut y avoir des blocages ? Est-ce que ça vient de la compréhension ? Parce que je pense que la question, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais les questions clés, c'est quand même le positionnement en fait, de cette plateforme et qui n'a pas vocation à se substituer en fait, à des solutions logicielles, mais à être interconnectée. On l'a déjà évoqué, ça a été évoqué en plénière, c'est un peu le sens de l'histoire, l'interconnexion des systèmes d'information, notamment au travers des API. Est-ce qu'il peut y avoir un problème de compréhension mutuelle ? Je pense que par cette démarche, jefacture.com vient sur le marché de la data, vient sur le marché de la facture, donc de la gestion au sens large. Parfois, il y a des incompréhensions qui subsistent et qui font que le dialogue est compliqué. Ouais. Mais qui peuvent être levées.
qu'à mon avis, il faudra réussir à lever. Il va falloir réussir à lever pour le mettre dans un futur moins éloigné. Merci pour cette précision. Voilà. Alors, les points forts du traitement, je m'excuse encore une fois pour cette slide très verbeuse, mais comme je l'expliquais à Damien ce matin, elle est comme ça pour l'instant, elle changera. Voilà, sur cette slide, les différents niveaux, le parcours d'une facture au sein de la plateforme jefacture.com avec un certain nombre d'étapes structurantes et importantes. La première d'entre elles, qui est nommée sur la slide une collecte multisource, c'est une des plus importantes à mon sens aujourd'hui, puisque à partir du moment où la facture va être électronique, on va perdre un certain nombre de canaux existants aujourd'hui qui sont la scannerisation, qui sont la dématbox, qui sont voilà, tous les systèmes qui sont basés sur la feuille de papier pour en faire un fichier électronique. Comme la facture ne pourra pas être matérialisée, de fait, tout cela, voilà. Et donc aujourd'hui, on connaît une facture qui se promène en pièce jointe d'un mail. Ça, tout le monde sait déjà faire, tout le monde a déjà vu, ne serait-ce que son partenaire de téléphonie qui envoie la facture en pièce jointe d'un mail. On connaît tous, ou en tout cas on est nombreux à connaître le picking, que l'on nomme parfois au travers des fameux connecteurs, qui permettent d'aller chercher des factures chez le fournisseur, sur le site du fournisseur, plutôt que d'aller chercher à la main, je vais mettre en place un petit outil qui va aller régulièrement regarder s'il y a des factures. Mais aujourd'hui, le maître mot, c'est interopérabilité entre plateformes. C'est de dire, le picking a un gros avantage, c'est que je fais faire par un outil, mais le picking a deux gros inconvénients. C'est que, un, il faut que j'aille voir s'il y a quelque chose pour le récupérer. Et deux, je suis soumis à une authentification forte, ou en tout cas à une identification forte, qui n'est pas toujours pérenne. Donc, ce qui veut dire que l'outil, tant que le mot de passe est bon, il va travailler. Une fois que le mot de passe n'est plus correct, oui, il va s'interrompre et il va nécessiter une intervention. Voilà. L'avantage de l'interopérabilité, c'est que c'est l'émetteur de la facture qui prend l'initiative, et non pas le destinataire comme dans le cas du picking. C'est l'émetteur de la facture qui va prendre l'initiative et qui va, dès qu'il émet une facture, va la pousser vers l'espace de son client, qui en l'occurrence sera un client jefacture.com. Donc l'interopérabilité, ça veut dire qu'on fait coïncider deux annuaires. L'annuaire de l'émetteur de la facture, donc avec les sirènes de ses clients. Jefacture.com lui met à disposition l'annuaire de jefacture.com, enfin, lui met à disposition la possibilité de regarder si le sirène dont il dispose est contenu dans notre annuaire. Et dans ce cas-là, il délivre de sa propre initiative, il délivre la facture dans l'espace jefacture.com du client et personne ne s'est occupé de rien. Et la facture arrive au maximum à J+1 par rapport à sa date d'établissement. Ce qui est quand même l'argument majeur aujourd'hui, c'est de dire j'établis ma facture, je la valide, et je l'évoquais rapidement tout à l'heure pour les factures de vente, pour vos clients, j'établis ma facture, je la valide, elle part par le tuyau, que ce soit un tuyau d'interop ou que ce soit les API de JeFacture qu'on évoquait tout à l'heure, et elle arrive dans le dossier facture, je ne vais pas encore l'appeler dossier comptable, c'est un peu tôt, mais dans le dossier facture de l'entreprise, et le chef d'entreprise consulte ces factures soit à l'écran, mais dans un délai beaucoup plus court qu'il ne le fait aujourd'hui avec le support papier, en tout cas dans 98% des situations. Hein, même s'il y a, évidemment, on le sait, des gens qui sont très en avance, on le sait qu'en général, c'est beaucoup plus tard. Hein. Et là encore, on revient un peu sur le cabinet, pour le cabinet, c'est exactement pareil, puisque l'étape suivante qui s'appelle reconnaissance à 100%, donc va nous permettre de prendre en charge cette facture arrivée très tôt. En fonction de sa nature, on va lui faire subir des traitements d'OCR, on va lui faire subir des traitements de lecture automatique de données. On va en extraire la substantifique moelle, comme je me permets de le dire, hein, c'est un peu osé mais j'ose. Et on va donc, sur la base de ces éléments récupérés, construire un fichier au format FactureX de manière à disposer d'un document hybride, puisque la FactureX est un document hybride. C'est composé à la fois d'un PDF pour l'œil humain et c'est composé d'un fichier XML, donc un fichier très structuré, avec un système de balises
comme on les appelle, qui va permettre de stocker chaque donnée de la facture dans un espace bien précis et clairement établi, ce qui fait que lorsque mon logiciel de comptabilité cabinet va souhaiter ventiler comptablement cette facture, chaque donnée sera à sa place et il n'y aura aucune ambiguïté sur l'intérêt de chaque donnée fournie et sur la place qu'elle doit prendre dans la comptabilisation de la facture. Peut-être une petite question technique au passage. Donc le format FactureX, en fait, il y a des données, il y a des mentions légales, on va dire, comme sur la facture. Est-ce qu'on peut enrichir le format, admettons qu'on ait de l'analytique, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable sur du FactureX? Alors, je le montrerai tout à l'heure sur une diapo. FactureX, dans FactureX, c'est un terme générique. Dans FactureX, il y a 5 niveaux de qualification de la donnée qui vont de minimum à extended. Et évidemment, dans les derniers niveaux, qui ont été créés pour permettre à certaines activités professionnelles, et l'agricole a eu beaucoup de place dans cette démarche, puisque en parallèle de tout ce qui est facturé, il y a des notions d'hectolitres, il y a des notions de... Donc on peut enrichir la donnée comptable. Voilà. Et donc, cette donnée va être structurée de manière particulière par profession, mais rien n'empêchera qu'elle soit récupérée évidemment à la lecture des balises. Et évidemment, si on amène le FactureX sur une situation beaucoup plus commune, mais très connue de la profession, c'est la facture métro du restaurateur, évidemment, le jour où Métro va faire toutes ses factures en FactureX, lorsque je vais devoir ventiler comptablement une facture métro, je ne vais pas me contenter des totaux par taux de TVA, je vais aller chercher les en-têtes de groupe et reconnaître par nature d'achat et comptabiliser dans les comptes 6 en fonction de la nature de l'achat et non pas en fonction du taux de TVA qui a été retenu pour cet achat. Okay. Voilà. Donc, j'essaye de poursuivre. J'ai un ennemi, c'est le compteur. Voilà. Donc, reconnaissance à 100%, ça nous y tenons aussi. Je vous parlais tout à l'heure d'OCR, de reconnaissance de caractère. Nous avons intégré une part d'humain dans cette étape. Nous ne voulons pas que le collaborateur soit le correcteur de l'OCR. Je l'ai beaucoup vu dans un passé récent. Le collaborateur récupère une facture relativement reconnue et doit peaufiner le travail avant d'en réaliser la comptabilisation correcte. Donc nous avons souhaité ajouter de la reconnaissance de manière à ce que toutes les données de la facture soient à 100% récupérées et que la pièce soit vraiment bien interprétée. Une fois que cette reconnaissance à 100% a eu lieu, nous appliquons des contrôles. C'est là aussi qu'il faut qu'on remplace l'humain que tu évoquais tout à l'heure, enfin autant que possible, bien sûr, en faisant des contrôles métiers, vérifier que les mentions obligatoires sont là, ou en tout cas signaler celles qui seraient éventuellement absentes, parce qu'on sait qu'il y en a certaines dont on tolère plus facilement l'absence que d'autres. On fait des contrôles métiers, vérifier que la facture est équilibrée, parce qu'il arrive encore certaines fois que les factures soient mal construites. Et ensuite, on applique des contrôles légaux. Et là, on va plutôt tester que le fournisseur existe bien, qu'il est encore vivant. Que le client existe aussi pour pouvoir alerter aussi bien l'entreprise. Et dans certains cas, nous alertons directement le collaborateur parce que là encore, on veut, j'allais dire, responsabiliser le cabinet, mais donner une place importante au cabinet en disant « cette facture est valide, nous l'avons vérifiée, nous avons répondu à une alerte et nous avons confirmé que la facture était correcte parce que le SIRET n'a pas été trouvé, parce que c'est une entreprise en création, mais la lecture du document par le collaborateur nous a confirmé que le statut d'entreprise en création nous permettait de laisser passer la facture, même si le SIRET ne peut pas être présent, bien sûr. » Voilà, donc des contrôles légaux, des contrôles métiers. Nous transformons en format FactureX à l'issue, puisque nous ne commençons à travailler réellement sur la pièce que si elle a été validée et donc reconnue comme devant apparaître dans ce dossier. Nous la transformons au format FactureX, nous la scellons avec un cachet de l'ordre. Là aussi, la profession est ajoutée, enfin j'allais dire ajoutée, mais est clairement présente sur le document que nous allons archiver pendant notre augmentée. Alors allons-y pour la profession comptable augmentée, c'est parti. Et voilà, donc un scellement qualifié qui va mentionner clairement le SIRET de l'entreprise, le SIRET du cabinet qui l'a accompagné dans la validation de cette pièce et son stockage. Et donc nous la stockons pour 10 ans, comme je le disais tout à l'heure. Le format FactureX va simplifier le transfert en comptabilité, je l'ai déjà évoqué, je ne vais pas y revenir. Comme nous avons souhaité récupérer les factures de vente de l'entreprise le plus tôt possible dès la sortie du logiciel de vente, évidemment, nous avons la prétention de réaliser, d'effectuer la distribution des factures de vente de l'entreprise à ses clients au travers de jefacture.com, notamment pour un sujet bien spécifique qui est Chorus Pro.
Chorus Pro, on sait tous que la mise en œuvre de Chorus Pro dans les entreprises françaises et surtout dans les petites pour lesquelles l'échéance était au 1er janvier 2020, c'est une sinécure. Donc nous avons intégré tout le scénario Chorus Pro. Une TPE française qui doit émettre une facture à destination de sa commune ou à destination, peu importe, d'une entité publique, va pouvoir la confier à jefacture.com et jefacture.com va s'occuper de tout, va éviter à la TPE d'aller sur le portail Chorus Pro et c'est dans Chorus Pro que l'entreprise sera informée des retours d'informations, notamment la bonne prise en compte, et jusqu'à la décision ou en tout cas l'émission du règlement par l'entité publique. Donc ça veut dire que la plateforme, elle est interopérable, donc elle peut parler de plateforme à plateforme, en fait. Et ce sera le maître mot des 3 années qui viennent. C'est absolument indispensable. Avant la généralisation de la facture électronique, nous devons pouvoir récupérer les pièces de toutes les manières possibles, électroniques, bien sûr. Notre objectif à nous, et ça va devenir de plus en plus évident pour tout le monde, c'est que l'entreprise ne sera plus la première, ou en tout cas l'entreprise va appréhender ses factures d'achat sur un écran, c'est obligatoire. Donc sur un écran structuré comme le sera celui qui va lister les factures d'achat dans jefacture.com, puisqu'elle va arriver directement du fournisseur. Et la gestion des achats ne va plus se faire par un tas de papier qui devient des écritures comptables. Elle va se faire par une liste de factures qui vont nourrir un écran. Factures que je vais valider, moi, en tant que chef d'entreprise, ou en tout cas acteur de l'entreprise, factures que je vais valider, qui, dès qu'elles sont validées, vont être mises à disposition du cabinet comptable, ce qui va permettre aussi aux collaborateurs de pouvoir anticiper la saisie et non pas attendre l'arrivée du paquet de papier à scanner ou l'arrivée du fichier PDF. Qui nous crée des engorgements aux alentours du 15, comme par hasard. Vous m'expliquerez pourquoi. Non, je plaisante, bien évidemment, vous l'avez compris. Et donc, ça va fluidifier l'adduction des factures dans le dossier comptable. Ça va permettre aux collaborateurs de découper la ventilation comptable en courte période, même au sein du mois, ce qui va permettre au cabinet d'avoir une idée de la tête de la déclaration de TVA le 5 plutôt que le 19 à midi, alors que l'échéance est à minuit. Voilà, tout ça sont, pense-t-on, des progrès en tout cas. Et bien sûr, le plus important dans tout cela, c'est de faire que, comme les factures sont traitées par anticipation, le chef d'entreprise, au travers de son échéancier fournisseur et au travers de son échéancier client, il va pouvoir bien gérer ces périodes d'échéance, vérifier que les rentrées vont permettre, enfin voilà, je ne vais pas entrer dans le mécanisme, tout le monde m'a compris, et pour bien régler ses fournisseurs, donc nous avons décidé d'insérer dans la solution une option de paiement qui va lui permettre donc directement, au vu de sa liste de factures, de prioriser, de sélectionner un fournisseur, de sélectionner une période d'échéance, peu importe, d'obtenir un total de factures, de sélectionner ses factures avec sa souris tout bêtement et d'ordonner le paiement directement dans la solution. Voilà. OK. Voilà. Donc, effectivement, tu évoquais que cette slide était dense. Il y a un peu toute l'ingénierie de la plateforme dans cette slide-là, donc il faudra, vous pourrez revoir cette animation en vidéo pour bien comprendre en fait comment ça fonctionne. Alors je le dirai à la fin de notre temps partagé, mais je organise des webinaires tous les jeudis matins. J'anime un webinaire tous les jeudis matins. Vous y êtes bien évidemment tous conviés. Et j'ai plus de temps que cet après-midi pour décrire un petit peu tout ça et vous le montrer en image, bien sûr, parce que la parole est importante, mais l'image l'est au moins autant dans nos esprits. Voilà. En 5 secondes, j'ai fait une slide sur les différents niveaux de Facture X. Sans intérêt, si ce n'est vous dire que celui qui est tout en haut, c'est le plus riche, c'est celui qui permettra de faire de l'analytique et toutes formes d'analytique. Jefacture.com s'oblige à reconstituer le deuxième niveau de Facture X, celui que vous voyez intitulé Basic WL. WL étant de l'anglais, bien sûr, et ça signifie Without Lines. Donc nous ne cherchons pas à reconstituer le détail des lignes, ce serait beaucoup trop dangereux. Nous risquerions de stocker pour 10 ans de la donnée qui a été mal interprétée, puisqu'on sait très bien que des lignes de détail peuvent être structurées comme l'émetteur l'a souhaité. Par contre, les éditeurs de logiciels de facturation, lorsqu'ils implémentent Facture X dans leur solution, eux vont faire le niveau d'au-dessus avec le détail des lignes. Et donc, bien évidemment,
C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec eux pour les inciter à mettre en place du facturisme le plus tôt possible dans leur solution pour que tous les travaux qui vont suivre s'appuient sur un document beaucoup plus riche, enfin le plus riche possible. Voilà. Quelques arguments peut-être qu'on puisse transmettre à nos clients pour les... Parce que tout à l'heure, en introduction, tu as dit qu'il y avait à peu près 75% de factures papier. Ouais. Et il nous reste 3 ans. Donc si on fait 25% par an, on devrait être prêt en 2023. Alors qu'est-ce qu'il faut À votre place, je ferai 50, 12 et 13. Bon. Ou 13 et 12. Mais non, je plaisante. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on leur dise pour enclencher Voilà. Alors, je pense que le maître mot, évidemment, c'est d'alerter sur le fait que demain, le papier n'aura plus sa place en matière de facture de l'entreprise. Donc, évidemment, on peut, en fonction de son humeur, dire 2023, c'est loin, j'ai le temps. Mais on sait tous très bien que 2023, c'est demain matin, surtout en termes d'habitude de gestion, en termes d'habitude de travail. Donc, la première chose très simple, à mon avis, pour une entreprise, quelle que soit sa taille, c'est de dire « je préviens mon fournisseur, je ne veux plus recevoir de facture de lui au format papier ». Aujourd'hui, je ne connais aucune entreprise qui ne soit pas en mesure de générer un bête PDF. On sait très bien que tous les logiciels de facturation, même aujourd'hui, intègrent la génération d'un fichier au format PDF. Si ce n'est pas le cas, les imprimantes virtuelles gratuites sont légion. Voilà, donc produire du PDF, c'est facile. Okay ? Jefacture.com va permettre à chacun de ses clients de se créer ses propres boîtes mail. De dire, je crée une boîte mail qui s'appelle « Mon entreprise à moi » @jefacture.com. Je me crée ma boîte mail, je me crée autant de boîtes mail que je veux et je diffuse ces boîtes mail à mon fournisseur en lui disant la facture PDF que tu vas me faire, au lieu de me l'envoyer dans ma boîte de réception à moi, qui a bien mieux à faire que de traiter les factures entrantes de l'entreprise, j'ai déjà assez de mails comme ça, je n'ai pas besoin d'en avoir avec les factures, cette facture PDF, tu vas la mettre en pièce jointe d'un mail à destination de cette adresse mail-là. Ce qui veut dire que dès que mon fournisseur me transmet la facture, elle arrive dans mon dossier jefacture.com et dès le lendemain, elle est stockée, structurée, sa date d'échéance a été extraite. Je sais positionner cette facture d'achat dans mon échéancier. Voilà. Oui, je sais. Voilà. De la même manière, du côté facture de vente, il faut que j'arrête de diffuser des factures de vente au format papier. Ce que j'applique à mes fournisseurs, il faut que je me l'applique à moi-même. Et j'aurai en plus une incitation forte dans jefacture.com, excusez-moi, j'aurai une incitation forte dans jefacture.com qui va être de pouvoir envoyer des mails à mes clients avec un petit bouton qui va permettre à mon client de payer ma facture dès qu'il la reçoit, ou en tout cas d'ordonner son paiement dès qu'il la reçoit. Voilà. Et donc dans le cadre de la réduction des délais de paiement, ça peut être ressenti positivement par le client de vos clients comme je me libère du règlement de cette facture dès que je la reçois. Ça existe encore. Je plaisante. Et bien sûr, je le disais à l'instant, un échéancier fournisseur et client qui va me permettre de suivre les évolutions des différentes périodes de mon échéancier, à la fois sur l'interface web de jefacture.com, mais également sur l'appli mobile, puisque jefacture.com, l'appli mobile existe déjà. Alors le modèle économique ? On parle de coût, 2 minutes, parce que c'est quand même important et ouais. Il me reste le temps nécessaire pour le faire. Voilà, un coût à la facture. Jefacture.com nous avons décidé de ne facturer que les flux qui circulent, que les flux traités par nous. Il n'y a aucune facturation récurrente pour le cabinet, ni aucune facturation récurrente pour les clients du cabinet. Nous allons comptabiliser trimestriellement les factures traitées au sein des dossiers du cabinet. Nous allons établir une facture trimestrielle au cabinet lui-même, puisque nous souhaitons que le cabinet soit maître de la mise en œuvre de la solution auprès de ses clients et des modalités de facturation de cet outil supplémentaire. Voilà. Donc, un coût qui sera 19 centimes pour toutes les factures, pour chaque facture, qu'elle soit d'achat, de vente, qu'elle arrive au format PDF, qu'elle soit une image scannée ou un PDF texte, ou que ce soit n'importe quoi, ce sera 19 centimes. Ces 19 centimes comprennent l'archivage pour 10 ans, que ce soit bien clair. Ce n'est pas l'archivage pour une année et on revient taper à la porte du cabinet dans un an pour dire faut poursuivre, si vous voulez poursuivre l'archivage. Un service d'assistance qui va être mis à la disposition à la fois des cabinets et des clients du cabinet. C'est aussi important qu'en cas de souci fonctionnel, votre client puisse venir vers nous directement plutôt que d'aller solliciter le collaborateur sur un problème d'utilisation de la solution. Le dossier du cabinet donc, bénéficiera de 500 factures offertes. Donc les premières factures traitées dans le dossier du cabinet sont gratuites.
Et deux services ne sont pas compris dans ces 19 centimes. C'est l'éditique. Je vous rappelle que l'éditique, c'est la rematérialisation d'une facture qui est née, mais que le client veut absolument recevoir au format papier, parce que pour l'instant, un client peut exiger de recevoir du papier. Donc dans ce cas-là, il y a un coût d'impression et de transmission. Et une option pour les paiements qui arrivera très bientôt, et qui là sera une option, et qui permettra, sur la base d'un forfait en nombre de règlements fournisseurs annuels, permettra à l'entreprise de s'acheter un compteur et de dépenser son compteur. Voilà. Il nous reste 1 minute pour conclure, Damien. Alors, moi j'avais une question pour la conclusion, c'est que il y a eu un travail très important, un gros travail de fond. Ouais. Je crois savoir qu'il y a eu un benchmark européen pour voir un peu le niveau de maturité de chaque pays par rapport aux usages en matière de facture électronique. C'est vrai qu'on se dit aujourd'hui on est à 25%, il faut qu'on arrive à 100 en 3 ans, la marche est quand même haute. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que d'autres l'ont fait? Peut-être nous donner un petit message d'espoir pour que demain les confrères n'aient pas de réticence à se lancer dans ces processus-là. Alors, dans les pays comme l'Italie, où l'État a été beaucoup plus clair et beaucoup plus dirigiste, je dirais, dans la démarche, d'après mes informations, la marche a été montée, avec souffrance sûrement, mais on s'en doute bien, mais la marche a été montée. Si, comme ça a l'air d'être dit, le scénario va s'étaler de 2023 à 2025, on peut espérer, si d'autres font comme la profession et anticipent l'obligation dès 2020, on peut espérer que la marche soit montée facilement. Donc le message, c'est n'attendons pas qu'on nous le demande, faisons-le de manière volontaire. Je serais bien en peine de vous dire autrement, mais c'est très clair. Anticipons. De toute façon, aujourd'hui, une facture électronique, ce n'est pas un format particulier, c'est un simple PDF. Donc, il n'y a aucun frein à la mise en œuvre de la facture électronique dès aujourd'hui. Tout le monde est capable d'en produire. Et des opportunités. Bien, merci pour cet atelier. Merci, Damien.